On prend la suite avec Maëlle Michel, qui est chargée de projet chez Teroico, qui est une ancienne étudiante également d'agrotique, et qui, elle, va nous parler de biodiversité à différentes échelles. On a parlé énergie à l'instant. On va parler d'un autre enjeu tout aussi important, la question de la biodiversité. Je rappelle que Teroico, c'est un bureau d'études pionnier dans la conception et l'utilisation de technologies numériques appliquées à l'écologie. Donc un bureau d'études qui est au service de différents acteurs de l'aménagement du territoire, voire d'acteurs agricoles avec une vingtaine de salariés. Maëlle, la parole est à vous pour parler comment vous mesurez et évaluez la biodiversité à différentes échelles. Alors d'abord, je voulais juste faire un petit récap Baissez un peu le micro pour qu'on vous entende bien. Sur la biodiversité. Donc il y a deux grands éléments de réglementation en France, donc la trame verte et bleue et la séquence ERC. Donc la trame verte et bleue définit trois grands concepts. Donc les réservoirs de biodiversité, qui sont les zones qui vont concentrer la biodiversité et là où toutes les espèces, beaucoup d'espèces vont pouvoir faire l'ensemble de leur cycle de vie. Les corridors écologiques, qui sont donc des zones de connexion entre donc ces réservoirs de biodiversité, les zones de passage, et tout ce qui est discontinuité, donc tous les problèmes qui vont faire que ça ne circule pas ou que, par exemple, les animaux vont avoir un problème pour leur cycle de vie. Et donc, il y a également la séquence donc, éviter, réduire, compenser. L'idée, c'est quand on a un projet qui a un certain impact, on veut au maximum réduire cet impact pour avoir une neutralité écologique. Donc au début, on va essayer d'éviter, aller dans une autre zone, par exemple. On peut aussi réduire, donc changer la taille ou par exemple la temporalité d'exploitation. Si c'est une voie d'escalade, dire que sur certaines périodes, on n'a pas le droit d'y aller. Et si on ne peut pas du tout, on va compenser, donc par exemple en créant un autre projet pour favoriser la biodiversité, créer des mares, mettre des haies à des endroits. Donc ça, c'est une obligation réglementaire qui s'impose à tout projet d'aménagement. On en parlait à l'instant, un projet d'aménagement d'éoliennes par exemple dans un territoire, doit suivre cette chaîne éviter, réduire, compenser. Et donc, par exemple, compenser des impacts résiduels sur la faune ou la flore, j'allais dire l'avifaune ou des chiroptères, des chauves-souris, par exemple. C'est des choses qu'on observe dans des projets d'aménagement éolien, par exemple. Exactement. Donc, l'entreprise pour laquelle je travaille a développé donc un logiciel pour simuler la vie des espèces, pour voir où ils vont être présents dans le territoire. Donc, à partir des données de cycle de vie, donc de leur déplacement, de leur reproduction, et quels sont les types d'habitats, et d'une carte d'occupation du sol qu'on aura réalisée, le logiciel va simuler les chances de survie ou les risques d'extinction et les déplacements de ces espèces. Et donc, ça va permettre ensuite de hiérarchiser les sites, parce qu'on aura des endroits où c'est des habitats mais qui fonctionnent très très bien, des habitats qui fonctionnent moins bien. Également pour les corridors, ça permet de aussi pouvoir tester différents scénarios avec. Donc on peut tester, donc il y a un cas pour la pollution lumineuse, donc avec et sans pollution lumineuse. Si on fait un projet, si on rajoute des haies, donc on les rajoute sur notre carte d'occupation du sol, voir quel impact ça aura. Donc vous croisez jumeaux numériques du territoire et écologie des populations, on peut dire ça? Oui. En quelque sorte, ouais. Donc voici un exemple donc avec toute la procédure. Donc c'est donc l'exemple du Cierjac qui est donc au sud de Paris. Donc on a réalisé des documents pour aider pour réaliser la trame verte et bleue. Donc, au début, on recueille toutes les données sur le territoire. On fait donc une simulation et donc après, il y a toute une co-construction une fois qu'on a les premiers résultats où on a donc les corridors et les habitats. Donc à partir de cette carte qu'on obtient, on fait une co-construction et on valide tous ces espaces de biodiversité majeurs avec les acteurs du territoire, donc que ce soit des élus ou des experts qui connaissent bien leur terrain, qui peuvent, notamment si jamais il y a eu une erreur, le faire remonter. S'il y a des projets particuliers dans cet espace, nous les signaler. Et ça permet d'avoir une cartographie après précise à l'échelle du territoire et de décliner ça en plan d'action pour vraiment que ce soit des mesures pertinentes et faciles à adopter. Donc des mesures d'aménagement paysager, par exemple, pour on va dire, passer d'une situation où il y avait pas mal de discontinuité à une situation où il y a une continuité écologique plus forte? Exactement. Donc on obtient une fonctionnalité. Donc là, plus c'est vert, plus c'est fonctionnel. Et je voulais venir sur l'intérêt de travailler à différentes échelles. Donc là, on est sur 2 communes où donc c'est une discontinuité à cause d'une route. Donc c'est la même route,
le cas à gauche est plus au nord et le cas à droite plus au sud. Et donc on voit que là, c'est une discontinuité entre deux zones qui fonctionnent bien, et on n'a pas tellement de différence entre les deux. Et si on regarde un peu plus large, donc celle qui était à gauche est tout en haut, et qui va avoir un impact à plus large échelle en termes de deux grandes zones qui fonctionnent très bien, alors que celle du bas a un impact, mais c'est plus localisé. Donc si on veut vraiment réfléchir donc en termes d'un paysage plus grand, c'est plus celle du haut où il faudrait vraiment faire quelque chose. Surtout que si on dézoome encore, en fait, celle du haut, c'est un passage potentiel entre deux parcs naturels régionaux. Et du coup, c'est tout l'intérêt de vraiment réfléchir avec différentes échelles. Parce que dans tous les cas, c'est des discontinuités où c'est intéressant de travailler et d'apporter des choses, mais dans un cas, il est beaucoup plus pertinent de mettre plus de moyens que dans un autre. Ça permet de hiérarchiser les priorités, de passer d'une échelle à l'autre, si je vous comprends bien. Exactement. Deuxième enseignement. Oui, il y a également une demande émergente qui arrive sur donc vraiment pouvoir tester des scénarios pour la transition écologique avec quelles pratiques pour favoriser les auxiliaires ou quels endroits pour qu'ils aient plus d'habitat. Donc on a eu des études à l'échelle d'un viticulteur ou d'une coopérative viticole avec la modélisation d'une guilde soit de chauves-souris, soit et de chauves-souris et d'oiseaux nicheurs pour voir où quel était leur service selon du coup les endroits où ils étaient et où il pouvait être intéressant de rajouter des haies et autre chose. Donc on obtient ce type de résultat avec des fonctionnalités pour les haies, les boisements qui sont variables. Donc là, plus c'est rouge, moins c'est fonctionnel, et plus c'est vert, plus c'est très fonctionnel, avec la délimitation donc en noir, donc avec certaines parcelles qui vont être entourées d'habitats très fonctionnels et d'autres un peu moins. Donc on peut un peu orienter ce qu'on veut et on peut encore obtenir des résultats. Donc là, c'est à l'échelle d'une exploitation, mais on l'a également à l'échelle plutôt de toute la coopérative viticole. Oui, en plus là, il y a tout un plan haies en faveur de la replantation de haies. On imagine très bien que vos outils puissent être mobilisés dans ce cadre. Quelques limites peut-être rencontrées encore sur des usages, si c'est le slide d'après ou à moins que vous ayez d'autres choses à dire juste avant. Il me semble que c'est un peu après. Ah, alors, on attend, pardon, je suis un peu trop vite. Donc, pour faire, oui, effectivement, les données mobilisées d'abord, bien sûr. Pour faire toute cette carte d'occupation du sol, on utilise plusieurs données. Donc, on compile beaucoup de données de la BD topographique. Quand il y en a, on utilise aussi les occupations du sol à grande échelle. Il y a également toutes les données qui sont transmises par le client. Mais comme les habitats sont vraiment une donnée très importante à avoir, des fois on a recours à de la télédétection. Donc pour certains animaux qui vont aussi vivre dans des parcs et des jardins urbains, on va avoir l'usage de la télédétection pour avoir les surfaces végétalisées dans les zones urbaines, donc afin de voir que sur certaines communes, on a, donc là par exemple, si c'est vert très foncé, c'est très arboré, si c'est plutôt orange, c'est très herbacé, et si c'est blanc, ça va être au contraire très urbanisé. Et donc on a besoin d'avoir cette finesse parce que certains vont pouvoir être considérés comme habitats pour des animaux et d'autres ne le sont pas du tout. Il y a aussi le cas pour qualifier donc l'affleurement rocheux pour des pelouses. Ça peut être pour des reptiles, par exemple, qui sont beaucoup plus friands d'avoir des endroits rocheux au soleil, qui peuvent être positifs pour eux. Et donc là aussi, on avait besoin d'une qualification plus fine. Il y a aussi le cas pour différents stades sylvicoles. C'était le cas dans les Landes, avec les coupes rases, les jeunes pinèdes, où on ne retrouve pas forcément les mêmes espèces. Ou au sein des infrastructures agroécologiques, avec des pelouses sèches. Donc là, on retrouve dans des vignes les zones... Et donc ça dépend des études. Des fois, on va avoir besoin d'un zoom extrêmement précis, et des fois non. Et il y a également besoin de données dans un cadre pour... comme on voyait sur le projet avant pour les panneaux photovoltaïques ou l'éolien, donc vraiment de s'inscrire dans tous les zonages qui existent, que ce soit réglementaire ou inventaire, et pour vraiment s'intégrer au territoire. Donc là, on peut faire là, on a besoin, voilà. Oui. Malgré tout ça, on a quelques limites encore qui amènent à probablement des besoins qui sont
non couverts par de la donnée accessible. Exactement. Donc, déjà, on trouvait que c'était important de dire que ça allait de mieux en mieux. Mais il y a des besoins spécifiques par rapport aux nichoirs et aux haies, donc pour vraiment avoir les endroits où vont pouvoir aller les animaux. Pour le milieu forestier, tout ce qui est mode de gestion serait très intéressant à voir parce que ça implique pas les mêmes choses, notamment selon la gestion, il peut y avoir des îlots de sénescence qui peuvent être très intéressants pour certaines espèces, notamment pour les chiroptères. Pour les milieux humides, c'est très rare qu'on ait des données sur les zones humides effectives. On a souvent des zones humides potentielles, mais c'est compliqué des fois de s'en servir. Et notamment pour la localisation des frayères, on les a très très rarement. Frayères C'est les zones de passage des animaux. C'est plutôt les zones où vont se reproduire les poissons. Ah oui, rien à voir. Où actuellement, on n'a pas de données. Du coup, on ne simule pas du tout de poissons, alors qu'en soi, on pourrait, mais vu qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils habitent, on ne peut pas avoir cette information-là. Et pour tout ce qui est milieu ouvert et agricole, de temps en temps, il y a un complément au RPG avec quelles sont les cultures en agriculture biologique. Et c'est assez intéressant parce ça a un impact différent sur les espèces. On peut imaginer que sur les insectes, notamment, le fait que ce soit en agriculture biologique ou non n'aura pas du tout le même impact. Et comme ça a été dit précédemment, on fait des hypothèses. Là où ça va être des monocultures intensives, on va dire que c'est pas très bon pour les animaux. Là où c'est plutôt plus extensif, ça va être bien. Mais si on avait plus d'informations, ça serait très intéressant, notamment sur toutes les pratiques, notamment pour la conservation du sol aussi, pourraient être exploitées. Avec des impacts directs sur les insectes et la macro et microfaune du sol, on imagine bien, évidemment. Merci, Exactement. Maëlle. C'était votre mot de conclusion? Oui. Mais il est le temps, du coup, maintenant de l'applaudir. Et puis de lui poser une ou deux questions. Je vous en prie, le micro arrive. Juste là. Est-ce que vous avez essayé de quantifier l'incertitude qui est associée à vos cartes, par exemple celle de trame verte et bleue? Parce que je me dis que ça pourrait aider à hiérarchiser les parcelles. Par exemple, une parcelle qui est de haute qualité mais avec certitude, et une parcelle qui est de haute qualité mais avec une forte incertitude, on pourrait donner priorité à la première. Est-ce que vous avez... On m'a posé la question à midi. Ah, d'accord. Là, actuellement, je pense que ce qui joue le plus sur l'incertitude des cartes, c'est qu'il y a des ateliers avec les élus et tous ceux qui connaissent le territoire qui peuvent dire que s'ils connaissent un peu mieux ou non. Après, sur les cartes, il y a aussi une prise de recul à avoir selon la date de la donnée qu'on a. Mais ça, c'est plutôt du coup des informations que doit prendre en compte le chef de projet quand il interprète et un recul qu'il a, lui, à avoir, mais on n'a pas de vraies données quantifiées, à ma connaissance. À date, c'est plutôt une approche qualitative de l'incertitude. Oui, exactement. Je crois que j'ai en tête que vous avez des travaux en cours sur des sujets approchants. Oui, pour ceux qui ont eu le prospectus là à l'entrée, en fait, mon enquête concerne la prise de décision à partir de données incertaines. Donc l'idée de cette étude, c'est de voir comment les décideurs et les décideuses se comportent face à une donnée incertaine. Et voilà. Donc appel à remplir et participer à cette étude. Oui, s'il vous plaît. Je suis en dernière année de thèse et j'ai besoin d'encore quelques dizaines de réponses. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous embêter. L'appel est lancé, merci beaucoup. Une autre question pour Maëlle sur les sujets biodiversité, trame verte et bleue, séquence ERC, incertitude, cartographie, écologie des populations, jumeaux numériques. Tout était clair. Merci beaucoup Maëlle pour cette présentation riche.